qu'est-ce que c'est bon de finir la semaine avec vous, semaine chargée. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Vous savez, je me fais une réflexion. Ouais. Ce soir à 19h, on aura passé le quart du mois de mars à l'antenne. Ça vous inspire quoi? Rien. Qu'est-ce que je vous moi, dis? ça m'inspire plein de choses. Je me dis qu'avec vous, je ne vois pas le temps passer. Vous m'annoncez une nouvelle comme si vous alliez me dire quelque chose de dingue. En fait, ok, alors, très bien, super. Moi, je trouve ça dingue. Non, pas du tout. Ah bon? Mais qu'est-ce qui est pas dingue pour vous? Qu'est-ce qui est vraiment dingue? Enfin, je sais pas. Je sais pas. Pas dingue, déjà pas grand monde dans le studio. En fait, vous dites des choses pour dire des choses, quoi. Non, parce que j'ai intuité là-dessus. Ah, vous avez intuité là-dessus. Et en plus, écoutez. En fait, Sacha Guitry parlait des femmes. Oui. Mais je crois qu'il ne connaissait pas Philippe David. Oui. Il parle jusqu'à ce qu'il ait trouvé quelque chose à dire. C'est ça le problème, c'est qu'il ne trouve rien. C'est ça notre problème. Au moins les femmes, elles trouvent. Bon, allez, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver. Vous pouvez appeler au 0826 300 300 si vous avez des choses à dire, autre chose que Philippe David. Soyez sympa avec nous. Allez, le sommaire de cette émission à 17h30. Le grand débat du jour. Marseille est-elle en train de devenir une narcoville? Des magistrats auditionnés au Sénat réclament un plan Marshall contre le trafic de stupéfiants. 50 assassinats en bande organisée l'année dernière, c'est 50% de plus qu'en 2022 et presque 100% de plus qu'en 2021. Justice et police se disent débordés malgré les efforts face à l'ampleur du phénomène. C'est bon, vous pouvez parler. Oui. J'ai pris le départ, j'ai fait un faux départ. Alors parlons vrai, est-ce que Marseille est devenue la Medellín française? Est-ce que les mesures mises en place, comme la hausse du nombre de policiers ou de magistrats, ne sont que cautères sur jambes de bois? En regardant plus loin, avec l'état de droit actuel, est-il impossible de mettre fin au règne des trafiquants? Et à cette question, peut-on sauver Marseille du trafic de stupéfiants? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 ou l'immense Aude attend vos appels. Et pour en parler, Christophe Madrol sera avec nous, conseiller régional Sud PACA. Et puis le coup de projecteur à 18h30, quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Une cinquantaine d'organisations en appellent à une grève féministe ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. La principale centrale syndicale se joint au mouvement. Selon l'INSEE, les femmes gagneraient en moyenne un quart de moins que les hommes dans le secteur privé en 2022. Et je ne m'arrête pas, alors parlons vrai. Est-ce qu'une grève féministe a un sens, sachant que certaines femmes sont beaucoup mieux payées que certains hommes? Est-ce que vous croyez qu'un jour l'égalité salariale sera réalité? Et pour le reste, croyez-vous qu'on a atteint l'égalité ou pas encore, qu'on en est encore trop loin ou qu'on en est tout près? Soutenez-vous la grève féministe du 8 mars? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir, évidemment, toujours au 0826 300 300. Et pour en parler avec nous, Soad Baba Aïssa, président du comité Femmes Solidaires Paris, sera avec nous. Soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, on est ravis de vous accueillir, mon cher Philippe. Moi, je suis ravi. Vendredi, je suis particulièrement de bonne humeur, surtout dans un jour où, on le dira tout à l'heure, il y a 2 événements capitaux. Au moins 2. Vous allez voir qu'au moins 2. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre Lafon Presse. Bonsoir, René Chiche. Bonsoir. Je ne sais pas de quel événement parle exactement Philippe, donc je serais ravi de les découvrir tout à l'heure. Il parle de la présence de Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Ça fait partie des grands événements de la journée, mais je n'avais pas envie de le dire. Il y en aurait 3. D'ailleurs, je suis flatté que René Chiche ait mis un tel costume pour saluer mon accueil ici. C'est vrai, je me suis fait propre aujourd'hui. Je suis pas si important que ça, mais c'était bien de faire cet effort. Vous voulez dire quoi, que le costume est trop grand pour lui? Non, magnifique. Alors que vous, il est un peu habillé, un petit peu... C'est casual Friday. Un petit peu jeune. Un peu Jones, mais oui, je vais essayer de remplir ce rôle. Ne dites pas ça, René Chiche, ça date quand vous dites un peu jeune. Un peu comme vous dites, un peu comme moi. Alors, vous avez très bien Jeune commencé comment l'émission. Oui. Avec un ton plutôt sympathique. Oui. Mais je sens Et là, ça dérape. La dérive. Un petit dérapage là. Mais je vous aime quand même. Eh ben, je vais vous présenter Sabine, qui est avec nous au 0826 300, pour une raison simple, c'est qu'elle a un point commun avec vous. Bonsoir Sabine. Bonsoir Sabine. Bonsoir madame et bonsoir messieurs. Bonsoir madame. Sabine de l'Hérault, à qui nous allons souhaiter, comme à René Chiche, un joyeux anniversaire. Eh oui, parce que notre auditrice... Bon anniversaire son Sabine anniversaire et bon comme anniversaire René René. Je vous remercie vraiment. Voilà. Vous du cœur. Vous ne fêtez pas vos 90 ans comme René Chiche? 49, ça sera déjà pas mal. Moi c'est 42. Vous avez une voix de jeunette, Sabine. En tout Toujours, cas, c'est le sud. voilà, c'est ça. En tout cas, on vous souhaite un très bel anniversaire. Merci beaucoup. Pour cet anniversaire, vous allez nous parler de quoi dans un instant?
Alors moi j'ai un petit coup de gueule sur le manque de professionnalisme des politiques à l'approche des élections européennes. Eh ben dis donc, vaste sujet. En attendant, le 0826 300 300 et c'est notre répondeur. Bonjour, c'est Sébastien de Ferrès-les-Corbières dans l'Aude. Je vous appelle suite à ce que j'entends de votre intervenant qui dit que maintenant c'est une société de clash, on ne peut plus discuter tout ça. Mais la discussion, il me semble que ça fait 50 ans que nos politiques discutent. Et voilà dans l'état où se trouve le monde. Partout dans le monde, j'ai des amis partout. Le peuple meurt de faim, ça tous. Là nous avons Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans. Et il découvre que les agriculteurs ont des problèmes, que on a fermé 30 000 lits d'hôpitaux, mais c'est la faute à Poutine ou je sais pas qui, ou à Trump maintenant, je suis ignorant. Et ça me fait mal au ventre de voir mon pays dans la décadence dans laquelle il est. Marseille est perdu par rapport à la délinquance, ça me fait peur. Voilà. Bonne journée, au revoir. Est-ce que vous croyez pas que c'est intéressant pour les politiques françaises? C'est jamais de leur faute, c'est toujours de la faute. C'était le pétrole, après ça a été le dollar, maintenant c'est Poutine, entre-temps ça a été autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même de responsabilité? Sûrement, mais peut-être que notre auditeur, avec sa magnifique voix, est un peu excessif tout de même. Je dirais, il voit la France, Dieu sait que je la vois en noir, mais il la voit encore plus en noir que moi. Alors, je suis d'accord avec Philippe. Bon, on peut pas nier néanmoins qu'il y a un contexte aussi parfois international qui fait que la France peut aussi connaître des crises. Là, actuellement, c'est quand même le cas depuis 2 ans avec ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu d'autres périodes où il y avait aussi des contextes internationaux. Ça n'empêche pas que parfois, les politiques ne remplissent pas leur rôle à fond, évidemment. Mickaël Sadoun. Moi, je pense que de la même manière que les entreprises, dans n'importe quel contexte, il y a des entreprises qui réussissent et des entreprises qui réussissent moins. De la même manière, dans tous les contextes, il y a des pays qui réussissent bien et des pays qui réussissent moins. Il se trouve que malheureusement, on est toujours dans le groupe de ceux qui réussissent un peu moins, et je pense que c'est aussi de la responsabilité de nos hommes politiques. Pour le reste, c'est sûr que on n'est plus ni dans une efficacité de la délibération, ni dans une efficacité de la décision. Pourquoi ? Parce qu'on a délégué nos moyens d'action, notamment à l'Europe, mais que dans le même temps, on refuse que le peuple critique. Voilà. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Et on en parle avec Sabine, peut-être. Sabine, ou non ? Alors en fait, moi, ce qui commence à me gonfler, pour être gentil, ouais, dans le Sud, on parle vrai, c'est vrai. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on n'arrête pas de faire beaucoup de paroles. On dit beaucoup de mal de certains partis politiques pour essayer d'effrayer les gens. Il se trouve qu'actuellement, j'ai des collègues qui votaient l'extrême droite et qui sont prêts à voter en extrême gauche parce qu'ils n'en peuvent plus. Et vice versa. Donc, je sais pas à quoi on joue, mais c'est pas en parlant tout le temps, en ne faisant rien, que discuter, en essayant de faire peur sur une guerre hypothétique, en essayant de faire peur sur certains sujets, qu'on va arriver à démêler les choses. On prépare des élections européennes qui me semblaient être importantes, qui n'ont pas l'air d'être importantes, si ce n'est qu'on essaye de faire peur aux gens en disant ne votez pas pour eux parce que Mistigris, ça va être terrible pour vous. À un moment donné, je pense qu'au lieu de dire lui il est mauvais, eh ben montre-moi ce que toi tu vaux et moi je voterai pour toi. Comme disait Sabine, est-ce que vous pensez pas, Philippe Bilger, que les européennes risquent d'être un exutoire ? Sûrement, mais si j'ai bien saisi la pensée de Sabine, et notamment la conclusion, elle dit que on est trop habitué à dénoncer l'adversaire plutôt qu'à proposer des choses soi-même, ce qui me paraît très pertinent. René Chiche ? Je suis pas vraiment d'accord. Bien sûr que ça fait partie du jeu politique de Bien dénoncer ou d'attaquer l'adversaire, mais je trouve qu'en général, les partis politiques, toutes tendances confondues actuellement, propose des choses. Ah bon? Ah, oui, je trouve. Je crois que les gens, des fois, ne vont pas au bout de leur curiosité, ne vont pas vraiment lire les projets, n'écoutent pas vraiment, n'écoutent justement parfois que ce qu'on appelle le clash. Moi, quand on lit un peu ou qu'on écoute vraiment, il y a des projets, il y a des idées. Tiens, vous êtes très optimiste. Moi, je trouve que l'état du débat est catastrophique. Je trouve que la vie politique se fait à coups d'insultes et d'anathèmes. Je trouve que, évidemment, LFI... est indigne, mais bon, ça, c'est pas pour m'étonner. Mais la République En Marche aussi a une attitude que je trouve franchement, désolé de le dire, dégueulasse dans le débat. C'est-à-dire que globalement, sur tous les sujets, soit on est d'accord avec eux, soit on est dans le camp de la réaction, du passé, du fascisme, etc. C'est un mode de dialogue que je ne supporte pas et qui est très délétère pour la démocratie.
Merci beaucoup Sabine. En tout cas, vous restez avec nous. Vous êtes notre vraie voix du jour. Vous allez jouer face à nos éditorialistes et puis, bien entendu, commenter notre grand débat du jour. Dans un instant, ce seront les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et les réquisitoires du procureur. De quoi parle-t-on, mon cher Philippe ? Le grand livre d'un grand magistrat à la retraite, François Molins. Eh bien, ce sera un grand débat. Allez, à tout de suite. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. On espère que cette semaine s'est bien passée, la nôtre aussi. Voilà, ça rigole, ça ricane. On peut rien dire contre René Chiche aujourd'hui, c'est son anniversaire. Oui. Donc, merci à tous et à toutes. Tout est permis. Voilà, c'est ça. Si vous voulez faire des cadeaux, des offrandes. Je ne comprends même pas que ce soit pas jour férié, sachant que c'est l'anniversaire de René Chiche. C'est surréaliste quand même. C'est-à-dire que c'est au-dessus du 8 mars. Oui, mais non, mais c'est beaucoup plus important, René Chiche. Juste un mot. J'ai ouvert une cagnotte Litchi à mon nom. Même si ça intéresse des gens. Ça s'appelle Chiche ou pas Chiche ? Vous savez ce qu'on vous dit. Déjà, je trouve que les cagnottes à tout va, je n'en peux plus. Écoutez-moi, je vais vous le dire. Si vous continuez à faire des cagnottes, je dépose le bilan. Je vous le dis, je n'en peux plus. Non, mais je n'en peux plus. C'est-à-dire que maintenant, on ouvre des cagnottes pour un oui ou pour un non. Si c'est mon anniversaire, faites-le, mais pour les autres, arrêtez. Allez, dans un instant, avec René Chiche et bien entendu Michael Sadoun et Philippe Bilger. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? Du droit à l'avortement scellé dans la Constitution tout à l'heure lors d'une cérémonie publique place Vendôme, de Joe Biden à l'offensive lors de son discours sur l'état de l'Union aux allures de campagne. Et puis bientôt un corridor humanitaire maritime entre Chypre et Gaza, annoncent aujourd'hui les États-Unis et l'Union européenne. En 3 mots, ça donne scellement, démocratie et corridor. On en parle dans un instant, en attendant le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et ce soir, vous ne voulez pas requérir contre mais pour le grand livre d'un grand magistrat. Oui, François Molins, qui est à la retraite depuis quelques semaines, a écrit un livre au nom du peuple français. Et c'est quelqu'un que je trouve très remarquable. D'abord parce que j'ai approuvé le combat qu'il a mené contre le garde des Sceaux actuel. Ensuite, son livre est très intéressant dans la mesure, d'abord, pour une fois, on a un livre de magistrat qui suscite l'enthousiasme. Il est très fier d'avoir été magistrat et au lieu de plomber le moral de ceux qui lisent le livre, il dit c'est un grand métier. Premièrement. Deuxième point, alors qu'il a été 2 fois directeur de cabinet notamment d'une garde des Sceaux très médiocre, Michel Alliot-Marie, eh bien, il ne parle à peine de cette expérience politique et il est uniquement passionné par ce qu'il a pu faire dans les postes importants qu'il a occupés. Et j'ai vu avec plaisir que sa carrière a vraiment commencé sous les auspices de 2 rares magistrats que j'ai admirés, estimés en tout cas, Pierre Truche et Jean-Louis Nadal, 2 sensibilités de gauche. Donc c'est vraiment un grand livre et je le connais très peu, François Molins. Eh bien, ça me fait plaisir qu'après avoir lu son livre, on se dise c'est un gars bien. Oui, alors, je n'ai pas lu le livre, mais vous en parlerez d'autres. Parce que je ne sais pas lire. Non, parce que je ne sais pas lire. Comme vous savez, je ne sais pas lire. Non, mais en plus, ce qui est bien avec François Molins, c'est qu'il a ouvert la voie à une nouvelle forme de communication chez les procureurs qu'il n'y avait pas avant. C'est le premier grand procureur, c'est ça, oui, qui était procureur, qui a fait des conférences de presse très bien ciblées, ce qu'il n'y avait pas avant. Et d'ailleurs, ces conférences de presse et sa stratégie de communication est maintenant prise en compte à l'école, dans les écoles de magistrature. Puis vous contredire, malgré votre anniversaire, c'est que ça existait dans le code. Les communiqués des procureurs existaient. Non, mais il n'était pas aussi bien travaillé. D'ailleurs, il l'a même dit lui-même, justement. Ah bon, c'est-à-dire que vous, qui n'avez pas été magistrat, vous en savez plus long que moi. Non, mais je me réfère, cher procureur, je me réfère aux propos de François Molins, qui disait exactement ça. Il n'a jamais dit ça. Ah si, je vous promets. Non. Ah ben, même procureur. Non, il n'a jamais dit ça. Je vous promets qu'il a dit ça. Il n'a jamais dit ça pour une raison simple. Justement, il a même dit... C'est passionnant le débat. Absolument. Justement, Philippe, excusez-moi de vous interrompre. Justement, il a dit ça parce qu'au début, lorsqu'il a pris son poste, il s'était aventuré à communiquer, mais sans trop travailler
ces Allez, conférences. J'arrête. Excusez-moi. Allez, Parce vous savez que quoi René a tort, mais c'est pas grave. C'est son anniversaire. Disons que l'un est magistrat et l'autre est magistral. Allez, tout de suite, les 3 mots. Alors je laisse à René le magistrat. Allez, les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots dans l'actu qui sont le magistère de Félix Mathieu. Ces 3 mots, seulement démocratie et corridor. Emmanuel Macron veut faire entrer le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il l'a dit lors du scellement de la réforme constitutionnelle. Joe Biden à l'offensive. Le président démocrate s'érige en défenseur de la liberté et de la démocratie. Lors de son discours sur l'état de l'Union, il accuse Donald Trump de se soumettre à Vladimir Poutine. Et puis les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'ouverture d'un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer l'aide humanitaire. Les vraies voix Sud Radio. 8 mars 2024, Catherine Ringer a même revisité les derniers mots de la Marseillaise pour l'occasion. Voilà. Ce midi, le garde des Sceaux apposait le sceau de la République française sur la loi intégrant la liberté d'avorter dans la Constitution. Pour l'occasion, l'immense presse de 1810 était de sortie place Vendôme pour cette cérémonie publique. Emmanuel Macron en a profité pour remercier les élus ES de tous bords qui ont porté ce projet. Eliane Assassi, Aurore Berger, Laurence Cohen, Mathilde Panot, Laurence Rossignol, Mélanie Vogel notamment, qui ont appelé de leur vœu une telle initiative. Et oui, il a même cité les insoumis et les communistes. Le chef de l'État a aussi indiqué vouloir aller plus loin, au-delà de la Constitution française. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au-delà de l'Europe, nous nous battrons pour que ce droit devienne universel et effectif. Emmanuel Macron tout à l'heure devant le ministère de la Justice. Pendant ce temps, les Irlandais votent pour moderniser leur constitution rédigée en 1932 sous l'influence de l'Église catholique, constitution qui évoquait le rôle des femmes dans leur foyer. Et le deuxième mot, démocratie, Joe Biden passe à l'offensive, Félix. Distancé dans tous les derniers sondages, le président démocrate n'a pas prononcé le nom de son adversaire Donald Trump lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Son prédécesseur, comme il l'appelle, est désormais adversaire de campagne qu'il accuse de soumission à la Russie. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un moment sans précédent dans l'histoire de l'Union. Et oui, mon objectif ce soir est à la fois de réveiller le Congrès et d'alerter le peuple américain sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un moment ordinaire. Depuis le président Lincoln et la guerre de sécession, la liberté et la démocratie n'ont jamais été autant attaquées chez nous qu'aujourd'hui. Ce qui rend notre moment rare, c'est que la liberté et la démocratie sont attaquées, à la fois chez nous et à l'étranger au même moment. Joe Biden a aussi attaqué son prédécesseur républicain en visant ceux qui se vantent d'avoir permis la fin de la garantie fédérale sur le droit à l'avortement, garantie fédérale supprimée par la Cour suprême. Troisième mot, un corridor humanitaire doit s'ouvrir entre Chypre et Gaza pour acheminer l'aide. Oui, l'aide humanitaire, l'Union européenne et les États-Unis viennent d'annoncer l'ouverture prochaine d'une liaison maritime vers le territoire palestinien menacé de famine, bombardé par Israël. Après 5 mois de guerre, Joe Biden, dans son discours d'ailleurs, a exhorté de son côté Israël à ne pas utiliser l'aide humanitaire comme monnaie d'échange. Les États-Unis annoncent une opération majeure pour acheminer davantage d'aide alors que les espoirs d'une trêve rapide s'amenuisent. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans un instant. On va revenir sur cette information sur Marseille. Les 4 magistrats qui réclament un plan Marshall pour sauver la ville de Marseille, épicentre du narcotrafic. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que Marseille est devenue la Medellín française? Est-ce que les mesures mises en place, comme la hausse du nombre de policiers ou de magistrats, n'est pas cotère sur jambe de bois? En regardant plus loin, avec l'état de droit actuel, est-il impossible de mettre fin au règne des trafiquants de drogue? Et à cette question, peut-on sauver Marseille du trafic de stupéfiants? Vous dites non à 62%. Vous êtes Marseillais, vous avez vécu à Marseille. Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, Christophe Madrol, un conseiller régional Sud PACA. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Une question courte et un peu cash. Marseille est-elle encore récupérable? Toujours, je suis un optimiste. On en parle dans un instant. À tout de suite. Soyez les bienvenus. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix, on est ravis de vous retrouver. Ils font de l'intelligence. Allez.
Ça parle de choses de garçons. Voilà. C'est des discussions. En fait, fête de la femme, Cécile, bonne fête Cécile, on parle de poils. Oui, je crois que c'est générationnel, parce que autour de ce plateau, il n'y a que moi qui porte la barbe, et je remarque que tous les jeunes de mon âge portent la barbe. Si, moi aussi, mais là, ce matin, j'ai fait un effort. Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. René Chiche, directeur des rédactions du groupe Entreprendre la Fond Presse, et Michael Sadoun, chroniqueur et consultant. Bienvenue, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La cité phocéenne apparaît aujourd'hui comme l'un des symboles les plus importants liés au trafic de drogue. L'État semble mener une guerre asymétrique contre le narco-banditisme. Il part de la corruption à basse intensité qui est partout. J'ai l'impression que c'est comme un SOS. Et c'est l'État qui se trouve en situation de vulnérabilité face à des trafiquants qui disposent, eux, d'une force de frappe considérable. L'important et peut-être l'urgence aujourd'hui en France, c'est d'empêcher que d'autres Marseille se développent. Et donc la ville est en train de devenir une narcoville. Des magistrats qui ont été auditionnés au Sénat réclament un plan Marshall contre les trafics de stupéfiants. 50 assassinats en bande organisée depuis l'année dernière. C'est 50% de plus qu'en 2022 et 100% de plus qu'en 2021. Oui, et parlons vrai, est-ce que Marseille est devenue la Medellín française? Est-ce que les mesures mises en place, comme la hausse du nombre de magistrats et de policiers, sont suffisantes? Et en regardant plus loin, avec l'état de droit actuel, est-il impossible de mettre fin au règne des trafiquants de drogue? Et à cette question, peut-on sauver Marseille du trafic de stupéfiants? Vous dites non à 63% sur Twitter. Venez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec Christophe Madrol qui est avec nous, conseiller régional Sud-PACA. Merci d'être avec nous, Christophe Madrol. Jackie Bordage, Philippe Bilger nous dit: si l'on veut sauver Marseille, il faudra faire couler le sang et provoquer des destructions. Je sais que beaucoup aiment Jackie Bordage, mais sur ce plan-là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est à moi de parler, bien là, sûr, ma chère oui, Cécile. Ah, Christophe a déjà... Ah bon, comment ai-je pu oublier ce qu'il vient de dire? Non, plus sérieusement, Medellín de coq, vous avez raison, mais en réalité... très rapidement, on aura beau augmenter le nombre de magistrats, le nombre de policiers, on aura beau régler le problème de l'administration pénitentiaire, la corruption qui y règne, eh bien on ne parviendra pas à faire de Marseille autre chose ce qu'il est, et dans l'ensemble de la France, entendons-nous, où le trafic de drogue notamment pourrit profondément les ressorts de la vie en société. Ça n'est pas ça qui est fondamental. On ne parviendra pas à éradiquer ce qui choque. Il faut radicalement changer l'état de droit. Peut-être uniquement pour ce fléau-là, moi je serais partisan d'y réfléchir plus globalement. Tant qu'on n'aura pas changé l'état de droit, on n'a rigoureusement aucune chance de vaincre ce fléau marseillais et national. Oui, je suis d'accord avec vous, Philippe. Bon, le trafic de stupéfiants, de toute façon, c'est une véritable économie pour non seulement des Marseillais, mais ça leur permet de vivre, ça permet de vivre à des centaines de familles, à des milliers de gens. Oui, c'est une économie parallèle quand même. Oui, non, mais justement, c'est ça le vrai problème, le grand problème à mon avis. Et je pense qu'il y a un problème. On parle de projets, de cours spécialisés, etc., ou de renforcement des moyens de police. Mais il y a quand même aussi un problème, à mon avis, dans ce problème de trafic de stupéfiants, c'est le rôle, malheureusement, des mineurs. Parce que les mineurs sont vraiment mis en avant dans ce trafic. Les chefs de réseau, les truands, etc., les guides, se servent énormément des mineurs pour leur trafic, on le sait, sans compter des nourrices, ces mères ou ces grands-mères. Et il se trouve que le système judiciaire et le système pénal, malheureusement, n'est pas du tout adapté pour punir, j'aime pas ce mot, mais pour au moins remettre dans le droit chemin ces mineurs. C'est là le vrai problème. Quand un mineur, finalement, qui est impliqué dans ces trafics, parce qu'il a un rôle quand même important dans ces trafics, il n'est pas vraiment impliqué. Or, il faut pas spécialement être un mineur 3 ou 4 ans en prison. Hein, mais en France, on ne sait pas vraiment... réprimer, sévir sur ces mineurs qui, à mon avis, sont un grand problème dans ce trafic de stupéfiants. Sur l'excuse de minorité, par Exactement. exemple. Voilà. Oui. Entre autres. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Philippe Bilger. Hein. J'ai aucun problème à recourir à la force, voire à la violence. Je pense que je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on va lutter contre ces gens-là avec des outils juridiques conventionnels et surtout dans l'état de notre justice actuelle, de la politisation d'une partie de la magistrature. Je sais que Philippe sera pas forcément d'accord avec moi, mais je le pense profondément. Et aussi compte tenu du manque de moyens matériels qu'on a, et notamment des constructions de places de prison. Donc, et moi, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Philippe, mais déjà, recourons, j'ai envie de dire, aux outils conventionnels que sont
l'ouverture de places de prison ou la restriction de l'immigration, parce qu'on sait que ce trafic se nourrit énormément de l'immigration et qu'il y a une corrélation entre les villes qui connaissent un fort trafic de drogue et les villes qui accueillent beaucoup d'immigration, d'où aussi l'extension sur le territoire de plus en plus de ces trafics-là. On l'a vu avec des villes comme Cavaillon ou Villerupt, dont on a parfois appris l'existence avec des règlements de compte ou des fusillades. Donc j'ai envie de dire, déjà, fini le laxisme judiciaire, fini le laxisme migratoire, et ensuite on pourra éventuellement voir pour recourir à une violence qui sortirait, entre guillemets, de l'état de droit. Est-ce qu'avec notre état de droit actuel, qui est quand même très bisounours, on va le dire, entre la CEDH, etc., on peut s'en sortir de cette... Est-ce qu'on peut gagner la guerre contre les trafiquants? Bon, j'entends ce qui est dit ici, et je connais bien le sujet. J'étais travailleur social pendant 18 ans dans les quartiers nord de Marseille. Et j'ai vu les minots dont on parle aujourd'hui, au fur et à mesure, monter dans l'échelle de la délinquance. Le gamin qui, au départ, était au bas de l'escalier, a zoné à tenir le mur. Vous rappelez l'expression du rapport de Gilbert Bonnemaison à l'époque, aujourd'hui, et le dealer. Moi, je tiens à saluer quand même nos effectifs de police. Je tiens à saluer le plan de Gérard Darmanin sur Marseille, parce qu'il y a eu des résultats. Je tiens à saluer également l'ensemble des actions qui sont faites par les préfets de police, l'ancienne préfète et le nouveau préfet qui arrive aujourd'hui, pour pouvoir travailler au plus près du terrain. Sur la question, Philippe, que tu poses, ce que vous posez, pardon, c'est vrai que je suis plus expert, je m'apprête voir maintenant, je suis plus expert. Vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, notre État n'a pas les moyens de répondre à l'agressivité et au financement qu'il peut y avoir de la drogue, puisque la plupart des barons de la drogue ne sont pas à la Castellane, à la Paternelle ou sur le Vieux-Port en train de siroter un pastis, sont à Dubaï ou au Qatar en train de piloter, assis sur des masses d'argent, ces gamins qui aujourd'hui font les nourrices, ils sont exploités, c'est un esclavage moderne. Et regardez l'article que Cécile et Philippe nommaient tout à l'heure sur les magistrats qui parlent ce rapport, ils parlent de ces gamins, la police a trouvé des vidéos de gamins qui sont torturés parce qu'ils ne veulent pas aller vendre ou qu'ils ne veulent pas, ce sont vraiment un esclavagisme dans les quartiers. Ce rapport aussi, c'est aussi le travail des avocats. Moi, dans ce rapport que j'ai eu l'occasion de lire, c'est qu'il y a certains avocats, et je sais pas, Philippe, tu pourrais nous dire, sont payés en liquide et ne vont pas traiter la question du fond, mais vont traiter la question de la forme pour faire libérer leurs clients sur des faits de forme. Même si on sait que c'est un type qui vend de la cocaïne, qui vend de la drogue, parce qu'il n'y a pas de problème du hashish et de l'herbe, c'est le problème de la cocaïne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des avocats, Philippe, qui interviennent et qui agissent sur la forme et non pas sur le fond. Et évidemment, il peut y avoir dans les interpellations des vices de forme. Donc oui, j'appelle Philippe à une justice d'exception aujourd'hui par rapport à la lutte contre la drogue. On n'y arrivera pas s'il n'y a pas une justice d'exception par rapport aux questions de drogue. Je reviens sur ce que disait tout à l'heure Mickaël Sadoun, sur le fait de l'immigration et en l'occurrence des migrants qui aujourd'hui n'ont pas de travail, qui sont eux aussi instrumentalisés et eux aussi exploités dans les trafics de drogue. Cécile, mais moi, je rajoute. Ce discours-là était valable, et je connais bien le sujet, il y a 5 ans. Aujourd'hui, on parlait des quartiers nord de Marseille. Avant de venir, j'ai parlé à notre ami Rudy Mana et Marc Lamola. C'est le patron d'Alliance et Marc Lamola pour savoir où on était avec sa femme Laure Garcia, qui est agent sur le terrain. Ils me disent que la question des quartiers nord, il y a 5 ans, oui, mais aujourd'hui, c'est le centre-ville de Marseille et les quartiers sud. Les 7 dernières interpellations, je ne sais pas si on peut le dire sur ce de radio, mais c'est le parlons vrai, 7 dernières interpellations dans les 48 heures ont été faites dans les quartiers sud de Marseille. Donc on n'est plus dans une question des quartiers nord, c'est la question de toute la ville. Mais pas exclusivement, mais le procureur de la République de Marseille, en audition devant l'Assemblée nationale récemment en commission, a quand même rappelé l'utilisation notamment des mineurs isolés qui sont recrutés maintenant partout sur le territoire. Il y a une gestion des ressources humaines qui se fait de ville en ville et qui est très impressionnante et qui est d'autant plus efficace que malheureusement, parfois ces enfants, ces mineurs n'ont pas d'existence juridique. Donc c'est d'autant plus facile pour eux de les utiliser. Bien sûr. Évidemment que l'immigration a une part à prendre là-dedans, mais je ne les pointe pas du doigt en disant que c'est des mauvais diables. Je dis simplement que leur existence, leur inexistence juridique quelque part sert précisément cette raison. Et attendez, et pour rajouter quelque chose à ce que disait Mickaël, il y avait aussi, rappelez-vous, dans une cité, c'était les Nigérians qui étaient la nouvelle mafia nigériane qui était arrivée pour chasser une ancienne mafia. Alors, les mineurs ont de l'importance, mais ça n'est pas le ressort fondamental qui fait que la drogue est devenue un fléau. Oui, certes, vous en avez parlé, mais ça ne suffit pas pour en faire le sujet principal. A commencé à aller dans mon sens. Oui. Parce que vous dites qu'au départ, ce sont des mineurs. Ce sont des mineurs, au départ, qui deviennent ensuite des délinquants un petit peu plus affirmés. Allez, on laisse finir Philippe déjà. Donc, les mineurs sont un élément du problème, mais les 4 magistrats qui ont fait ces témoignages ont révélé
un processus totalement délétère de tiers-mondisation, de mexicanisation au sein des prisons. Ça, c'est même beaucoup plus grave que ce qui se passe dans les cités. Et si on ne change pas radicalement l'outil dont on use quotidiennement, avec peut-être moins de défaitisme. C'est-à-dire, comment peut-on gagner une guerre en étant persuadé qu'on l'a déjà perdu? Le ratio, pour être très clair pour nos auditeurs, 1 euro investi par la police, 1 000 euros investis par les mafias de la drogue pour contrer l'effet de la police. Le ratio, c'est de 1 à 1000. En discutant avec la police sur le terrain, ils disent, mais pourquoi on ne confisque pas ces fameuses voitures qui font l'Espagne, la France? Pourquoi on ne confisque pas ces scooters? Pourquoi, à un moment donné, on ne nous donne pas les moyens financiers? Rappelez-vous Bac Nord. Rappelez-vous ce qui s'est passé au moment de Bac Nord. Effectivement, il y a eu, la police est allée un peu loin, mais on sait très bien que l'administration supérieure était au courant de ce qu'on fait effectivement pour pouvoir avoir les moyens de lutter par rapport à la question de la drogue. Mais encore une fois, on a fait les gentils, on a fait les bénis oui-oui, on a regardé ailleurs, on a fait la politique de l'autruche, et on n'a pas regardé que le fléau commençait à prendre. Moi, je suis Marseillais, je vous l'ai dit sur cette antenne, j'ai des filles de 17 et 19 ans, de 20 ans aujourd'hui, je n'ose même plus les laisser partir en boîte de nuit. Vous voyez, Cécile et Philippe connaissent l'histoire, on en a parlé souvent sur ce plateau-là. La situation aujourd'hui gangrène toute la vie marseillaise. Et ce n'est pas simplement une question de justice, une question de vivre libre dans une ville que nous aimons, Marseille. Bien sûr. Oui, Philippe Bilger. À propos de Bac Nord, ça a été très mal interprété, le film. Il est admirable parce qu'il montre comment, pour reconquérir les cités, il faut avoir un autre état de droit que celui existant. Absolument. Allez, 0826 300 300, Sabine voulait réagir. Bonsoir. Rebonsoir, Sabine. Rebonsoir, messieurs. Rebonsoir, madame. On vous écoute. Réagir. Alors Marseille, oui, Marseille. J'ai une amie à Marseille. C'est lamentable, mais vous savez, il y a pas que l'argent qui circule et les petits qui ont 7-8 ans qui font les guetteurs comme mon frère le faisait à Montpellier à la Paillade. Il y a aussi des magasins qui ouvrent, des barbershops ou d'autres magasins où on sait très bien qu'il y a de l'argent sale qui passe et que c'est ouvert uniquement pour ça et on ne fait strictement rien non plus. Donc à un moment donné, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir et c'est pas forcément en mettant 10 policiers de plus à droite et 10 policiers de plus à gauche qu'on va s'en sortir, et certainement pas d'ailleurs. Elle a pas tort, Sabine. Je vais pas raconter mon cas personnel, ce qui m'est arrivé la semaine dernière, mais pourquoi on ferme pas ces commerces qui vendent de la drogue, qui font du recel? Pourquoi il n'y a pas de fermeture administrative? Pourquoi c'est une vraie question. Mais pourquoi on n'arrête pas les voitures immatriculées à Monaco ou immatriculées en Espagne, qui sont des gros calibres de voitures, pas les calibres chargés, mais les grosses calibres, où on sait très bien que personne ne peut se payer cela à Marseille, donc avoir un suivi de ça. Pourquoi on ne ferme pas les fameux barbershops? Pourquoi on ne ferme pas certaines épiceries clandestines? Moi, je ne suis pas interrogé le préfet de police. Souvent, on se pose la question de savoir par où on commence et où on finit. Pour répondre à notre auditrice, la police, pour nous qui sommes Marseillais, c'est important, ça nous sécurise, madame. Vous avez raison de dire que ce n'est pas suffisant. Moi, je souhaite qu'il y ait plus de policiers, je souhaite qu'il y ait plus d'éducateurs dans les rues, je souhaite qu'on donne plus de moyens à la politique de la ville. Tout ça, vous avez raison, mais aussi, donnez-nous les moyens, que l'État nous donne les moyens de pouvoir avoir une politique structurée sur le terrain pour pouvoir assurer tout le monde. Mais dans ces cas-là, il faudrait sortir de la CEDH. Non, mais je suis d'accord là-dessus, Philippe. Quand je dis qu'il faut une loi d'exception, il y a des choses à faire avant. Non. Si vous voulez changer la loi, il faut sortir de la CEDH. Non, parce que Cécile, aujourd'hui, quand je dis avec force, et vous savez que je suis pas, je suis un modéré, vu mon parcours politique. Quand je vous dis aujourd'hui que je demande une politique d'exception pour la question de la drogue à Marseille, c'est que je vois tous les jours ce qui se passe sur le terrain. Je vois tous les jours les dérives liées au problème de la drogue. Et si on n'intervient pas pour soutenir les magistrats, pour soutenir la police, on va dans le mur. Mais il faut quoi? Il faut du courage pour faire ça. Mais ce que fait Gérald Darmanin va dans le bon sens. Il faut aller plus loin encore. Il faut aller plus loin. Et je suis pas le dernier à critiquer Darmanin ou Macron. Mais c'est quoi une justice d'exception? C'est quoi? À un moment donné, c'est que les magistrats. À un moment donné, que les magistrats. On parle de place de police.
places de prison. Ouais. On sait très bien qu'aujourd'hui, un jeune qui est arrêté n'ira pas en prison parce que une fois sur 3, un avocat, je vous l'ai dit, va trouver un vice de forme et le vice de forme va empêcher le jeune d'aller en prison ou va être ressorti de prison et on va le retrouver sur un lieu de drogue. C'est ce qu'on disait l'autre jour. Il faut changer la procédure pénale. Et, enfin, voilà, il faut. Ça, alors, je souhaite du plaisir à Christophe parce qu'on a l'air de découvrir le rôle de l'avocat, mais l'avocat, il est fait pour ça, précisément. Et alors, il y a des avocats honnêtes, entendons-nous. Je ne voudrais pas mais je ne voudrais pas laisser pardon, croire Philippe, un avocat qui se fait payer en liquide. Il défend son client, l'avocat. Justement, je dis les autres. Ah oui, d'accord. Mais c'est dans le rapport, c'est pas un c'est le rapport que vous avez tous lu. Absolument. Mais ils ont l'air, ces magistrats, de découvrir ce qu'on sait depuis longtemps. Mais ça va être, si on veut véritablement changer l'état de droit, il faudrait aussi que ce soit accepté au sommet de l'État. Mais c'est ça. Et on est loin de cette sévérité. Mais, vous disiez, Gérald Darmanin, il fait tout ce qu'il peut, mais quand on voit les résultats, 50% d'assassinats en plus que l'année passée et 100% de l'année d'avant. On fait tout ce qu'on peut, mais les résultats sont pas là. Si, je peux vous donner les vrais chiffres. Il y a eu, sur les 170 lieux de vente de drogue, il y en a 74 qui ont été fermés, avec des centres de police. Je peux vous dire aujourd'hui que sur les questions il y a eu 2100 arrestations de jeunes qui avaient de la drogue sur lui. On était à 1000. Non, il y a un vrai ciblage des questions de drogue. Oui, mais quand on ferme, ils en ouvrent 10 à côté. C'est ça le problème. C'est un problème de moyens aussi. C'est pas un problème de volonté. Moi, je pense que le harcèlement perpétuel des dealers sur le terrain, avec la présence de bleus sur le terrain, comme on dit, ça a peut-être la vertu de rassurer la population sur place. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais ça ne traite absolument pas le problème à long terme. Je parle même pas des nouveaux moyens technologiques qui permettent maintenant aux dealers de livrer directement chez les gens par des applications de messagerie cryptée, etc. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin de s'installer dans la rue, même si évidemment il y a un contrôle du territoire et qu'il faut lutter contre ça. Derrière Gérald Darmanin, il est peut-être une action volontaire, même si je trouve qu'elle est principalement cosmétique pour le moment, mais il fait quand même partie d'un gouvernement qui n'a pas une volonté de faire sur ces sujets-là. Éric Dupond-Moretti, désolé de dire qu'il n'a pas manifesté une volonté particulière sur ce sujet-là. Emmanuel Macron, en 2017, il promettait d'ouvrir 15 000 places de prison. Où sont-elles ? Où sont-elles ? On les attend encore. Donc on peut m'expliquer que Gérald Darmanin est volontaire, et je le crois, mais il fait quand même partie d'un gouvernement et d'une majorité qui ne l'est pas. Non mais là-dessus je partage en grande partie ce que vous dites. On avait abordé sur ce plateau-là la question internationale également. On sait d'où vient la drogue. Bien sûr. On va pas se raconter de ça entre nous. On sait très bien d'où elle vient. D'où vient la drogue. On sait très bien que la filière du Maroc vers l'Espagne remontée ici, on la connaît en parlant du résine de cannabis. Après la cocaïne, on sait que les pays de l'Est aussi, c'est des filières. Tout ça, on le connaît. Moi qui suis un petit élu marseillais, je sais d'où viennent les drogues. Je suis persuadé que nos services de police savent encore mieux que moi où trouver la drogue. On peut très bien, c'est ça. Donc vous avez raison de pointer ça, mais c'est une question aussi qu'on doit traiter au niveau du sommet de l'État. Et aujourd'hui, si j'ai accepté de venir témoigner sur ce plateau-là, même si j'étais un peu en retard, c'est pour dire à un moment donné, on est en alerte rouge à Marseille. Ça suffit. On a besoin aujourd'hui d'avoir une ville tranquille pour nos enfants. Merci beaucoup Christophe Madrol d'être passé nous voir, en tout cas conseiller régional Sud PACAB. Restez avec nous dans un instant. Sabine, vous allez devoir vous attaquer à un gros morceau, puisque vous êtes en face de Philippe Bilger, de René Chiche, de Michael Sadoun. Je peux vous assurer que ça va être coton. Et on va garder Christophe Madrol. Christophe est trop fort. Non, ça fait 4 contre vous. Mais ne vous inquiétez pas Sabine, je suis là. Donc on fait un petit point dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec Philippe Bilger, avec Michael Sadoun, René Chiche et Christophe Madrol. Ça en fait des garçons. Et Philippe David. Et moi, heureusement que je m'appelle de Ménibus, je compte pour 2 du coup. C'est ça. Et Sabine qui est avec nous. Sabine, vous êtes prête ? Moi, je compte pour 2 aussi. Voilà. Et on va les avoir, Sabine. Bougez pas. Allez, tout de suite, le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais eux aussi, ils sont nuls, vous allez voir Sabine. Oui. Ils sont quand même, ça m'étonnerait. Surtout Philippe Bilger. Nuls. Je suis nul aujourd'hui. Écoutez bien, Sabine. Qui c'est qui l'a dit ? Ça vaut 3 points. À mon âge, certaines choses deviennent plus claires que jamais. Philippe Bilger. Non. Il n'est pas français. Ah, ça aurait pu. Je vois que vous connaissez mon Biden de Christophe Madrol. Joe Biden. Voilà. 3 points. Qui c'est qui l'a dit ? Question à 2 points. La France insoumise cherche à séduire l'électorat antisémite.
Le RN, Non. Bardella? Non. Sylvain Maillard. Bonne réponse de René Chiche, Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Ouais. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Personne ne demande aux jeunes Français de mourir pour le Donbass. Et c'était sur Sud Radio. C'était Attendez, Sabine. Alors là, je sais pas. Elle a été ministre. Nathalie Loiseau. Bonne réponse. Exactement. 3 points pour René Chiche, qui est dans une forme olympique. Ça se fait bientôt 3 semaines de C'est parce suite que c'est je son. gagne. N'oubliez pas, c'est l'anniversaire. C'est C'est vrai. votre anniversaire, il mais est c'est en celui de forme. Sabine. Et comme c'est Question. l'anniversaire, il n'y a pas de tricherie aujourd'hui. S'il vous plaît, question à 3 points. La logique de la force, quand elle n'est pas maîtrisée, conduit à une escalade qui peut être mortelle. Sabine, Je l'ai entendu ça. Oui. C'est un ancien c'est un ancien Premier ministre. Ouais. Oui, je sais. Qui a je m'en fait- rappelle plus, je pouvais pas le sortir. Allez-y. De Villepin. Bonne réponse de Villepin. 3 points pour René Chiche. Il est éblouissant. Là, René. il... Comme chaque semaine. Voilà. Et on fait le ne peut marathon, pas ouais. dire qu'on lui souffle. Ouais. Et pourtant, il en dit des bêtises depuis le début. Question qui c'est qui l'a dit à 2 points, ma chère Sabine? Emmanuel Macron prépare les esprits à ce que la France intervienne dans ce conflit. Dans ce Conflit. un Marie- conflit. Non, c'est pas Marine Le Pen, non. Non. Non, c'est un homme Un Glucksmann. qui aime les barbecues. Fabien Roussel. Non, elle n'a pas répondu. Donc vous lui- Non, moins 2. Franchement, Moi, je dis Fabien Roussel. Eh ben. Et donc pas de points. Non, donc pas de points. Non, donc, pas moins non, deux. ce sont les points pour oui, Sabine. mais pour Sabine. C'est pour Bon Sabine. anniversaire. 2 points pour Sabine. Allez. Bon. Qui c'est qui l'a dit? Une autre question à 2 points. Oui. On a un président va-t-en-guerre qui a fait des déclarations imprudentes. Sabine. Mélenchon. Non, c'est pas Mélenchon. C'est le pas parti mal, de pas mal. Mélenchon. Pas mal, pas mal. Une femme. Je sais pas. C'est la plus jolie des Mathilde insoumises. Panot. Non. Autain. Bonne réponse de Philippe Bilger. Oh, je Clémentine Autain. C'est vrai qu'elle Vous est sauvez jolie. le. Ouais. C'est vrai qu'elle est jolie. Et ouais. Alors, qui c'est qui l'a dit? On va aller sur. On va aller sur le suivant surtout. Laissez-nous négocier et arrêtez de taper sur les chômeurs. Ce n'est pas à eux de faire les frais du flottement du gouvernement. Alors, c'est pardon. pas politique, c'est syndical. CGT? Non. L'autre. Allez-y. Maryse Léon. L'autre. Bonne réponse de René Chiche, Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Vous avez troublé l'équilibre. Allez. Vous avez dit l'autre. Une dernière question à 2 points. Il n'est pas question d'envoyer au sol des troupes combattantes. Ah bah oui. C'est un ministre. Oui, C'est journée. Oui. Non. Le cornu. Ah, je Bah, l'ai ils dit. l'ont dit, en le même temps, corps. en même temps. En même temps. J'ai C'était une 0 grosse points, on voix, va là. l'accorder quand même. Qui est-ce qui a comme- gagné? René René Chiche. Chiche. Ouais, je lui laisse les 2 points. Non, Même sans les 2 points, il gagne. Même sans les 2 points, vous gagnez. Comme c'est René Chiche qui a gagné, il offre sa victoire Ah oui, à Sabine. Sabine. Bravo Sabine. Bon anniversaire, Sabine. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas que Cécile est Elle très était jolie. mieux que Philippe Bilger et moi quand même. Merci beaucoup Sabine. Largement. Merci 1000 fois, on vous embrasse très très fort. Vous allez faire quoi pour votre anniversaire Sabine? Pour mon anniversaire? Oui. Je sais pas. La semaine prochaine, on a prévu un petit séjour dans les Pyrénées. Magnifique. Voilà, c'était comptez-nous, on arrive. On prend nos bagages. Avec Et je plaisir. croyais qu'on Quand était est-ce que vous ensemble, venez dans Sabine, moi, l'Hérault? ce soir. On vous attend dans l'Hérault. Ah, magnifique. Avec plaisir. En tout cas, on vous embrasse très fort et merci vous d'avoir embrasse. joué avec nous. Dans 10 Moi minutes, aussi. le tour de table de l'actu des Vrais Bois. Philippe Bilger. Francis Lalanne, aussi absurde que d'habitude. Avec vous, René Chiche. C'est la fête. Je vais faire la fête à LFI aujourd'hui. D'accord. Avec vous, Mickaël Sadoun. Olivier Véran qui salue Quotidien pour son sectarisme. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nos vraies voix du jour avec Philippe Bilger, bien entendu, avec Mickaël Sadoun, René Chiche. Et vous, au 0826 300 300, Félix est déjà dans les starting blocks avec vous avez la parole. À qui donne-t-on la parole ce soir? Eh bien, un abbé, puisque figurez-vous qu'on va partir à Perpignan, où sera organisée dimanche une procession catholique pour faire tomber la pluie. Les croyants vont invoquer Saint Godéric, l'un des saints patrons catalans, après 2 années de sécheresse, enfin 2 années bien sèches, en tout cas sur le département des Pyrénées-Orientales. On en parle dans un instant. Quand un homme politique arrive à avoir l'ensemble de la classe politique contre lui, à l'exception de sa majorité, de LFI au RN en passant par le PS ou LR, j'ai tendance à penser qu'il ne peut avoir que fondamentalement tort. C'est le cas d'Emmanuel Macron depuis ses propos tenus hier à l'Élysée, des propos surréalistes, puisqu'il a déclaré, je cite, « Il ne doit y avoir aucune limite dans l'intervention de la France ». Il parlait bien évidemment de la guerre en Ukraine, des propos repris ce matin par Sylvain Maillard sur CNews, puisque le président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale a affirmé que, je cite, « La France n'aura pas de limite dans son soutien à l'Ukraine ». Des propos
qui pose question. Pas de limite, ça signifie quoi? L'envoi de troupes au sol? Il n'en est pas question, selon Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, qui a déclaré ce matin sur BFM TV, il n'est pas question d'envoyer des troupes au sol combattantes. Des propos confirmés par Nathalie Loiseau ce matin sur Sud Radio, puisqu'elle a déclaré au micro de Jean-Jacques Bourdin, personne ne demande aux jeunes Français de mourir pour le Donbass. Bref, on n'a pas de limite, sauf au moins celle d'envoyer des troupes au sol, ce qui limite nos ambitions. Heureusement, sachant que nos unités combattantes ne comptent que 60 000 hommes, avec 3 ou 4 jours de munitions, en cas de guerre de haute intensité. Sachant que l'option des troupes au sol semble être passée par pertes et profits, espérons que l'option nucléaire ne soit pas le stade ultime du pas de limite du chef de l'État et du président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Philippe Bilger, est-ce qu'on n'est pas dans la cacophonie la plus totale? Totale. Alors, j'ai cru comprendre que le président, enfin son entourage, avait cherché à expliciter sa position en la rendant plus claire, en disant en quelque sorte que si on avait dit qu'il y avait des limites dans la défense de l'Ukraine, on aurait favorisé Poutine. Mais votre argument est beaucoup plus convaincant. Simplement, si on avait vraiment du temps, il serait intéressant de distinguer les chefs d'État qui ont une légitimité pour s'opposer à une majorité parce qu'ils ont raison tout de même, et l'exemple d'Emmanuel Macron qui a tort contre tout le monde. René Chiche. C'est-à-dire que moi, ce que je disais il y a 2 semaines, c'est que je trouve qu'Emmanuel Macron est totalement en roue libre maintenant. Je veux dire, il n'a plus aucune préoccupation politique puisqu'il ne veut pas se représenter en 2027. Oui, donc, il a des discours, des réactions, moi je trouve, et pourtant je suis plutôt sympathisant Macron, mais là je trouve qu'il m'inquiète un peu parce qu'il a des réactions, des discours totalement confus. Et son discours, la diplomatico-militaire même, est un peu dangereux. Et ensuite, d'ailleurs, il lance des grandes phrases, des grands discours, et ensuite, j'ai l'impression qu'il laisse ses ministres un petit peu dans le pétrin, ou ses chefs de majorité, pour essayer de rebondir là-dessus. Et je trouve que c'est un peu grave actuellement ce qui se passe en France. Emmanuel Macron veut combattre Vladimir Poutine sans alliés internationaux, avec une armée qui claudique, sans soutien intérieur, même sa majorité a du mal à le soutenir. Donc voilà, c'est devenu une espèce de matamor inconséquent. Il relève ses manches et finalement ses bras sont dégonflés, donc les manches retombent. Je trouve que c'est un spectacle perpétuel assez ridicule. Allez, direction Perpignan, Félix Mathieu. Oui, les Pyrénées-Orientales, département victime d'une sécheresse historique depuis 2022, depuis 2 ans. Dimanche à Perpignan, des catholiques organisent une procession pour invoquer Saint Godéric, l'un des saints patrons les plus connus de Catalogne. Le buste de Saint Godéric, Saint Galdric en catalan, va déambuler lors d'une procession en extérieur, dans les rues, dans un cours d'eau. Il y a fort longtemps, c'est lui qui était invoqué à des époques très lointaines pour les périodes de sécheresse. Et donc la tradition a été remise au goût du jour ces dernières années. Ça, par exemple, c'est la procession de l'année dernière dans une vidéo AFP. Pour en parler, nous sommes en ligne avec un abbé de Perpignan. Bonsoir, Christophe Lefebvre. Bonsoir. Premier vicaire de la cathédrale de Perpignan, merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je vous en prie. Alors, quelle est l'histoire de ce Saint Godéric pour que vous l'invoquiez comme ça en période de sécheresse ? Alors en fait, Saint Godéric, c'est un paysan du 9e siècle, originaire de ce qui est maintenant le département de l'Aude. Et il a été en fait canonisé lors d'un concile en 980. Et lors de ce concile, sévissait une grande sécheresse sur le sud de la France. Et il a été invoqué. Et au cours d'une procession, l'eau a jailli sous la châsse de Saint Godéric. Il a donc été canonisé. Ensuite, une partie de ces reliques sont arrivées dans notre diocèse. Alors dans l'Aude, c'est pour ça que vous allez avoir le maire de Saint Godéric, une commune de l'Aude qui sera là pour cette déambulation à Perpignan. Voilà. Déambulation donc dans les rues et aussi dans les pieds dans l'eau. Comment ça va se passer ? En fait, la tradition voulait, avant la Révolution française, qu'on immerge le reliquaire dans la tête, puis à l'embouchure de la tête à la mer. Mais étant donné la fragilité des reliquaires, nous avons préféré rester fidèles à la tradition en allant dans l'eau, mais nous n'immergerons pas le reliquaire. Ce sont les agriculteurs portant le reliquaire qui vont aller dans le lit de la tête, où il y a, il faut le dire, assez peu d'eau en ce moment. Oui, d'ailleurs, vous faites pas ça justement pour pardonnez-moi l'expression, pour le folklore. Il y a une vraie inquiétude dans les Pyrénées-Orientales sur cette question de la sécheresse.
Ah oui, une véritable inquiétude. On sait que dans l'année écoulée, les précipitations dans les Pyrénées-Orientales ont été similaires à la Jordanie, qui est un pays désertique. Donc la situation, elle est particulièrement catastrophique pour nos agriculteurs et maintenant aussi pour nos viticulteurs. Monsieur l'abbé, rassurez-moi, Saint-Gaudéric fera la pluie, mais est-ce qu'il sera capable de faire le beau temps quand il faudra? Il est invoqué aussi pour cela, mais on va lui demander la pluie surtout. Merci beaucoup Christophe Lefebvre d'avoir été avec nous en tout cas. Je vous en prie. On vous rappelle, c'est à Saint-Gaudéric, Félix, c'est ça Saint-Gaudéric, c'est le saint qui sera invoqué, ce sera à Perpignan, la déambulation, à Perpignan. C'est le Saint-Gaudéric. Merci d'avoir été avec nous. Allez, dans un instant, le tour de table de l'actu des vraies voix avec Philippe Bilger. Alors, Francis Lalanne délire, voilà. Encore un peu. Voilà, avec vous, René Chiche. Et les filles délire. Voilà, et avec vous. Et Olivier Véran délire. Voilà. Cette émission, c'est du délire. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ronnie Schneider. Ils font des blagues en antenne. Et je peux dire autre chose, oui. Ronnie Sous-Bois. Ah oui. Oui. Alors vous faites des blagues en antenne, oui. Personne ne comprend ce que vous dites. Absolument. Mais c'est mon anniversaire, je peux me permettre. On faisait une blague sur le deuxième prénom de René Chiche qui est Ronnie. Et donc ils lui ont fait toute la panoplie. Ronnie Schneider, Ronnie tout ça, voilà. Ronnie Sous-Bois, c'est tout, on les a toutes faites. Je crois qu'on les a toutes. Oui. On pourrait en avoir d'autres. Ronnie Mal, et bon, oui. Je voulais commencer un truc, mais ça va être fort. Macaroni. C'est ça. Allez, tout de suite le tour de table de l'actu. T'as regardé les actualités régionales? Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité et je lui donne. Le tour de table de l'actualité. Ronnie mal y pense. Oui. Bon bref, Philippe Bilger. Mon sujet, j'en ai conscience, n'est pas très passionnant. Moi-même, il a presque réussi à m'ennuyer, la chère Cécile. C'est vendeur, c'est vendeur. Non, mais au moins, je ne le surestime pas. Il s'agit de Francis Lalanne qui a lancé sur son mode suspicieux l'idée qu'il y aurait dans l'affiche des Jeux Olympiques faite par le nommé Gattoni des scènes cachées de nature libertine, sexuelle, odieuse, et qu'il alertait les gens là-dessus. En réalité, ce qu'il a dénoncé, le fallait-il d'ailleurs, c'était une précédente affiche du nommé Gattoni où il y avait des petites choses et qu'il avait le droit d'exposer. Et donc, rien qui puisse alerter ceux qui sont accoutumés à des plaisanteries un peu libertines ou salaces, bien sûr, Philippe David, dans cette affiche des Jeux Olympiques, il n'y a rien d'anormal. Délire de Francis Lalanne. Ouais. Elle fait débat, cette affiche. Vous en pensez quoi, vous, de cette affiche? Moi, parce que tout le monde disait, oh là là, il n'y a pas le drapeau français. Oui, il y a une petite cocarde. Il n'y a plus la croix sur les invalides. Celui qui a tout dit, c'est Roger Carucci, dans une intervention au Sénat contre Amélie Oudéa-Castéra. Il a dit simplement, en gros, nous sommes le garant d'une histoire, nous représentons la France, mais de manière transitoire. Nous sommes responsables de cet héritage, incarné soit par l'héritage chrétien, la croix sur les invalides, qui est là depuis Louis XIV, ou encore le drapeau français. Nous sommes responsables de ça, tout simplement. Moi, je vais pas plus loin que ça. L'absence de la croix me choque, mais je crois que le drapeau français, on est obligé, pense. Alors attention, si je peux me permettre, il y a aussi la charte. Oui, je suis allé voir la charte. Oui, normalement, on ne doit pas mentionner les drapeaux, on ne doit pas mentionner de signes religieux aussi. C'est pas vrai. Parce que j'ai vu la charte l'autre jour. La règle 50 de la charte décrit en fait le fait qu'il ne doit pas y avoir de prosélytisme dans les communications des JO. Mais c'est pas du prosélytisme que de traduire simplement le fait que sur un édifice qu'on affiche. Oui, mais dans toutes les affiches des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs même JO de 2012, ils ont montré le Corcovado. Même en 1924, la dernière fois il y a eu les Jeux Olympiques à Paris, ils ont enlevé c'était le Sacré-Cœur. 2012, ils ont montré 2012, ils ont montré le Corcovado. 2016 le Corcovado. Pardon, 2016 le Corcovado. 2012 c'était Londres. 2012 c'était Londres, pardon. Et il y avait l'abbaye de Westminster. Et pour les JO de Tokyo, ils ont montré une espèce de temple shintoïste avec un affichage de bougies, etc. Et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça, très sincèrement. Et en plus, c'est pas incompatible avec la charte. Il faut garder le réel tel qu'il est. Sinon, on ne monte pas les invalides.
Je sais pas, j'ai écouté, j'ai lu ce que disait la charte, alors peut-être que je me trompe. Je suis allé voir, règle 50, tout le monde ira Nous allons voir. vérifier. Non, nous allons vérifier. Tout le monde je veux bien croire, Après, évidemment, peut-être que la polémique a été montée en épingle, peut-être qu'on en a un peu trop parlé, mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a un tel ras-le-bol, mais c'est comme Catherine Ringer, en fait, tout à l'heure, quand elle change l'hymne national. Mais qui demande à ces gens qui ne représentent rien ni personne, qui ne sont quand même pas à la hauteur de cette histoire, de changer des symboles nationaux? Mais qui leur demande? Nous n'en voulons pas. C'est très simple. Je ne sais Donc pas. c'est un ras-le-bol. Bon, je vais rien dire, je suis pas d'accord. Ouais. Ah bon. Mais pour Catherine Ringer. Oui. Ça m'a pas choqué. Écoutez, j'étais au bureau, je regardais, j'entendais. Mais non, mais bon, ça m'a pas choqué. Non, mais en plus, ça termine par que cette loi pure entre dans la Constitution. Mais quelle est la loi pure exactement? Je comprends pas. Puis René, lorsque Michael dit qu'il est choqué, il est capable, intelligent, de faire une hiérarchie. Oui. Ça n'est pas une indignation absolue, Oui, mais je le bien rejoins sûr. absolument là-dessus. Il y a quelque chose qui est un peu fatigant, simplement. Non, mais bon, Allez, pendant que vous avez la parole, mon cher René Chiche. Alors attention, moi, c'est pas un tour d'actualité. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. D'accord. C'est mon anniversaire. Bah, c'est votre actualité. Je suis heureux, certes. C'est votre actualité. C'est ma fête, c'est la fête des femmes, vous les femmes. Mais je veux faire la fête à LFI. Et je vais donc faire mon François Hollande. Je vais faire une anaphore. Pourquoi je hais LFI? Ah oui, monsieur, oui, madame. Vous allez loin. C'est qu'il y en a là-dedans. C'est partisan. Ah, tout à fait. J'assume totalement mon coup de cœur. J'ai même pris quelques notes. Même le mot haïr. Ah oui, c'est fort. Je hais les filles. Et ben après, j'essaierai de les défendre. Absolument, avec plaisir. Je hais les filles. Pourquoi je hais les filles? Je hais les filles parce que je hais ce mouvement qui dénigre depuis des années la police et la sécurité, et les forces de sécurité. Pourquoi je hais les filles? Parce que à la tête de ce mouvement, il y a un ancien apparatchik socialiste qui joue les pseudo-révolutionnaires aujourd'hui, qui est une sorte de leader maximo du pauvre, et qui se contente aujourd'hui d'exister par quelques tweets absolument délirants ou quelques messages qui n'ont aucun intérêt, sauf d'attiser la haine et la division en France. Pourquoi je hais les filles? Parce que ce parti prône depuis des années un bon mouvement clientéliste, le communautarisme, auprès d'une certaine partie de la population, que je ne dénigre pas du tout, mais on a bien compris leur système. Pourquoi je hais les filles? Je hais les filles parce que ce mouvement a osé mettre en 7e position sur sa liste aux européennes une pro-militante, non pas palestinienne, on peut être pro-palestinien, mais une activiste palestinienne pro-Hamas qui a eu des propos abjects sur les récents événements du 7 octobre. Pourquoi je hais les filles? Parce que les filles, on les entend certes pour dénoncer Gaza, l'armée israélienne, etc., mais on les entend pas parler des viols des femmes israéliennes, comme on les entend pas parler beaucoup, ou lorsqu'ils sont vraiment acculés au fond du ring, parler des droits des femmes en Iran, parler des droits des homosexuels à Gaza, alors qu'ils sont des défenseurs de Gaza, parler des droits des femmes au Soudan, au Yémen, en République du Congo, on les entend pas. Pourquoi je hais les filles? Je hais les filles parce que il y a toute cette frange de députés comme Louis Boyard, Aymeric Caron, Thomas Porte, Daniel Obono et d'autres qui se sont illustrés par des propos absolument délirants et qui sont même indignes de la République. Pourquoi je hais les filles? Parce que même lors de l'affaire CNews, ils n'ont pas été capables de monter un petit peu au front pour défendre la liberté d'expression. Et pourquoi je hais les filles? Parce que pour moi, ce mouvement qui se dit la France insoumise, pour moi, je le dis ouvertement, je prends parti, je m'engage. Pour moi, la France insoumise, c'est plutôt la France indigne. Philippe Bilger. Un bel exercice d'indignation qui est presque équivalent au roi de l'indignation répétée, Philippe David. Mais Philippe, non, c'est bien. Et Michael, manifestement, prend des notes, il répondra avec plaisir. Le fond. Je vais essayer de prendre la défense d'LFI, même si je suis d'accord avec beaucoup de points qu'a soulevé René. C'est ça le problème. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher d'aimer l'équilibre. Donc je vais essayer de dire d'abord que le leader Maximo, s'il y en a un, c'est parce qu'il est vraiment plus talentueux que les autres. Et je trouve que dans le paysage politique, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de personnages qui soient aussi talentueux et aussi d'une certaine profondeur intellectuelle comme Jean-Luc Mélenchon. Ça, il faut quand même lui reconnaître. Ensuite, je dois dire que même avec sa capacité de bordélisation, LFI incarne une offre politique traditionnelle en France qui aspire à la révolution, à un certain désordre. C'est pas quelque chose qui me dérange fondamentalement dans la mesure où ça reste minoritaire. Je trouve ça même plutôt sain qu'en démocratie, il y ait une force politique qui incarne ce désordre. Voilà. Pourvu qu'elle ne prenne pas le pouvoir. Troisième chose, c'est que sur la polémique CNews, alors en effet, ils n'ont pas pris la défense de CNews, au moins ils s'en cachent pas, ils détestent cette chaîne.
Ce qui m'a étonné, c'est que Renaissance ne prenne pas non plus la défense de CNews, alors que eux regardent CNews, que eux se font inviter sur CNews, que Gérald Darmanin, quand il a un message à passer à une certaine frange de l'électorat, passe chez Pascal Praud, que Rachida Dati est une fidèle aussi de CNews. Donc moi, je reproche quelque part à ceux qui me sont le plus proches de n'avoir rien dit. Je reproche pas à ceux qui me sont le plus lointains. Voilà. D'accord. Michaël Sadoun, merci j'ai beaucoup. rien dit, hein. Dans un instant, respectueusement. Dans un instant, Michaël Sadoun avec un coup de gueule contre Olivier Véran. On en parle dans un instant. Allez, on fait une petite pause et restez avec nous. À tout de suite. Avec Philippe Bilger, René Chiche et Michaël Sadoun. Et c'est l'heure du tour de table de Michaël Sadoun. Vous voulez parler de Olivier Véran sur Quotidien. Voilà, je voulais parler d'Olivier Véran, l'ancien ministre, sur Quotidien, qui leur a dit « Je participe à une émission de télévision que je salue et dont je salue la rigueur parce que vous êtes la dernière à ne pas recevoir les élus de l'extrême droite parce que les digues, vous savez ce que c'est. » Moi, je dois dire que j'ai trouvé ce propos assez incroyable et très franchement, je vais le dire, totalement minable. Seulement 2 semaines après la polémique CNews, qui reproche à la chaîne de ne pas faire preuve de pluralisme, mais de manière totalement subie, le ministre fait les louanges d'une émission qui rejette le pluralisme, l'ex-ministre, mais on l'appelle encore monsieur le ministre, fait les louanges d'une émission qui refuse le pluralisme, mais de manière choisie et non subie. J'ai donc trouvé ce 2 poids 2 mesures absolument insupportable. Il est fier, visiblement, qu'une émission boycotte 13 millions d'électeurs au second tour de Marine Le Pen, ce qui n'est pas rien, plus ceux d'Éric Zemmour, il faudrait rajouter. C'est la quintessence, si vous voulez, du côté antidémocratique de Renaissance, sa capacité à rejeter dans les extrêmes et donc hors de la République toute contradiction. Comme tu dirais, Philippe, on est dans une conception de la démocratie qui est entre Staline et Mao, et je comprends que les gens en soient totalement dégoûtés. Parce que Véran, en fait, n'est personne pour construire des digues. Véran n'est personne pour désigner l'extrême droite. J'ai envie de dire que la communauté dont je viens sait ce que c'est l'extrême droite et Véran n'est personne, en fait, pour qualifier les gens d'extrême droite ou pas. Il ne connaît pas cette histoire, il ne la vit pas et il s'en fout. Il utilise les morts, les symboles historiques graves pour servir de petits intérêts politiciens que je trouve vraiment insupportables. Il déshonore par là même en plus Renaissance parce que je suis convaincu que dans ce parti-là, il n'y a pas que des gens qui pensent comme ça, évidemment. Et la dernière chose, c'est qu'un jour, vous verrez, Véran sera accusé d'extrême droite parce qu'il a fait les louanges de la politique danoise sur l'immigration et qu'il est pour une restriction de l'immigration, faite par la gauche, bien entendu, parce que par la droite, ce serait méchant. Mais un jour, il se fera traiter d'extrême droite et croyez-moi, ce jour-là, je rirai bien. Michaël, je vous rejoins totalement et d'autant plus que c'est une étrange manière de construire des digues, pardonnez-moi, et des guides peut-être. S'il faut en construire en les constituant de telle sorte qu'elles aggravent le danger auquel elles prétendent résister. Mais complètement. S'il avait quelque chose à reprocher au Rassemblement national de manière très précise, des cadres qui posent problème, qui ont tenu des propos antisémites, peut-être quelques députés qui ont dépassé un peu trop, mais avec grand plaisir, je serai le premier à l'écouter d'une oreille attentive. Parce que sincèrement, j'aimerais savoir ce qui se passe dans ce parti précisément sur ce genre de questions. Mais là, on n'est pas dans ce type de propos. On est dans un propos très vague, infamant, facile. Je ne sais pas s'il pêche dans la facilité par manque de faculté ou tout simplement parce que c'est plus efficace sur les gens, mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas digne d'un représentant national. Absolument. Non, mais je vais être très, très rapide parce que je suis quasiment d'accord avec ce que vient de dire Michaël Sadoun. Et en fait, Olivier Véran, maintenant, je crois qu'il a un problème, c'est qu'il essaye d'exister. Ah oui, donc il essaye d'exister. Je vous coupe juste pour dire qu'il a maintenant qu'il n'est plus au gouvernement, il a dit ma parole est libre. Absolument, exactement, tout à fait, exactement. C'était peut-être mieux quand elle n'était pas libre. Voilà. Donc il essaye d'exister, et c'est vrai que cette façon qu'il a eu de parler avec Quotidien, disant que Quotidien, finalement, c'était bien de parler. Ça me choque. Et je trouve en plus aussi, ce qui est choquant, c'est quand même l'attitude, moi, outre celle de Véran, c'est l'attitude quand même du producteur et présentateur Yann Barthès, qui se refuse absolument
On se demande pourquoi de recevoir les gens du Rassemblement national qui n'ont pas ma sympathie en plus. Mais là, je trouve que c'est un délit démocratique. Et je trouve que l'ARCOM, vous voyez, je trouve même que l'ARCOM devrait intervenir là-dessus. Devrait intervenir pour dire, mais vous devez recevoir aussi les élus du Rassemblement national qui ne sont pas de mon bord. Nous, dans Les Vraies Voix, on fait le décompte tous les mois de tous les temps de parole des politiques, comme dans toutes les émissions de Sud Radio. Alors, je ne comprends pas comment ils font du côté de Quotidien. Et pour que les auditeurs le sachent, on s'interdit parfois d'inviter des gens ou des invités que nous estimons être des experts sur des sujets, parce qu'ils sont d'un bord ou d'un autre et qu'on a trop de l'un ou trop de l'autre. Et on le fait pas pour pas être en désaccord avec les règles de l'ARCOM. Alors c'est bien que tout le monde les applique. Ça serait bien que l'ARCOM se penche sur le dossier Quotidien. Oui, mais oui. Moi, je trouve. Mais l'émission est particulière, attention. Je suis d'accord, Philippe, mais il n'empêche que il reçoit toute la classe politique. Je vois pas pourquoi il ne recevrait pas un représentant du Rassemblement national. Merci beaucoup, en tout cas, Michael Sadoun. Dans un instant, la journée internationale des droits des femmes. Pour la première fois, l'association féministe et des syndicats appellent à être toutes et tous en grève et en manifestation, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce qu'une grève féministe a un sens, sachant que certaines femmes gagnent beaucoup plus que certains hommes? Est-ce que vous croyez qu'un jour l'égalité salariale sera la règle? Et pour le reste, croyez-vous qu'on a atteint l'égalité? Pas encore, qu'on en est tout près ou qu'on en est très loin? Et à cette question, soutenez-vous la grève féministe du 8 mars? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on accueille Soad Baba Aïssa, qui est présidente du comité Femmes Solidaires Paris. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question, est-ce que les méthodes finalement agressives et parfois radicales de certaines féministes sont-elles, est-ce qu'elles sont à un moment donné contre-productives selon vous? Vous savez, dans notre association, on ne prône pas la violence, mais il arrive que il faut passer des fois par des méthodes radicales pour faire avancer la cause féministe, pour les faire prendre conscience des inégalités existant dans la société envers les femmes. On en parle dans un instant. Merci en tout cas d'être avec nous. On fait une petite pause. À tout de suite. On est ravis de vous retrouver. 0826 300 300, bien entendu. Vous voulez participer au débat avec René Chiche, Philippe Bilger, Michael Sadoun. Et vous donc, pour ce coup de projecteur des vraies voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. C'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas la fête des femmes, c'est pas la journée de la femme, comme on entend parfois. La CGT appelle à se mobiliser, à faire grève le 8 mars. Il y a un écart salarial qui est encore de 28,5%. Ça fait 20 € en moins par jour en moyenne. Du temps, pour qu'on soit plus obligé de choisir entre sa carrière, sa vie professionnelle et sa vie de famille. On se bat pour des vies dignes, des vies libres, des vies sans violence. 82% des temps partiels sont signés par des femmes. Les violences sexistes et sexuelles n'ont pas leur place, ni au travail, ni dans nos vies. L'égalité, on la veut maintenant. Je cite, quand les femmes s'arrêtent, tout s'arrête. Une cinquantaine d'organisations en appellent à une grève féministe ce vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Les femmes gagneraient, en tout cas gagnaient en moyenne un quart de moins que les hommes dans le secteur privé. C'était en 2022. Alors parlons vrai. Est-ce qu'une grève féministe a un sens, sachant que des femmes gagnent beaucoup mieux leur vie que certains hommes? Est-ce que pour vous, un jour, on aura l'égalité réelle, notamment en termes de salaire, entre les hommes et les femmes? Est-ce qu'on est déjà à l'égalité? Est-ce qu'on en est très loin? Est-ce qu'on en est très près? Et à cette question, soutenez-vous la grève féministe du 8 mars? Vous dites non à 81%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et nous accueillons Soad Baba Aïssa, qui est présidente du comité Femmes Solidaires Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, avant de faire parler notre experte. Comment vous dire, même si la cause des femmes n'a pas besoin de moi, je dirais que je soutiendrais, si j'avais à le faire, véritablement, effectivement, cette journée d'action des femmes, mais pour une raison particulière. D'abord, je crois qu'il y a encore un certain nombre d'inégalités dont les femmes souffrent aujourd'hui et qui justifient cette journée d'action. Et je dis certaines inégalités parce que sur le plan de l'inégalité salariale, je ne saurais plus, pour être honnête,
reprendre l'argumentation dans le détail, mais un jour j'avais entendu une démonstration assez convaincante sur le fait que si on comparait effectivement les destinées des hommes et des femmes au travail, eh bien l'écart salarial n'était plus du tout aussi important qu'on l'affirmait entre les hommes et les femmes. Mais encore une fois, je termine sur le fait que les femmes sont encore relativement dans des domaines précis discriminés, et donc je soutiendrai cette cause. René Chiche. Non, alors soutenir la cause des femmes, bien sûr. Moi, je suis dans une famille où il n'y a que des femmes, donc c'est pas pour ça. Mais en plus, j'ai qu'une fille. Mais au-delà de ça, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est que pourquoi une grève ? Moi, je comprends pas. Oui, c'est pas que je soutiens ou pas cette grève, mais je comprends pas pourquoi on doit faire une grève aujourd'hui, la journée des femmes. D'abord, excusez-moi, j'ai un peu regardé. C'est une journée un peu de grève fourre-tout, hein. Avec, si je peux me permettre, c'est une journée pour l'égalité salariale, pour la répartition des tâches ménagères. Il y a même une grève aujourd'hui pour de la consommation, une grève aussi contre les violences, bon ça c'est bien tout à fait normal, sexuelles, une grève pour la parité dans les postes à responsabilité, une grève contre le harcèlement des rues et une grève pour les congés menstruels, tout ça. Alors bien sûr, ce sont des domaines féminins qui sont absolument nécessaires, mais il faut quand même d'abord pas oublier que c'est quand même s'il y a des progrès à faire, une grande cause du quinquennat Macron, qu'on l'aime ou pas. Et je crois aussi qu'on peut quand même avoir des points d'avancée pour les femmes en négociant. On n'est pas obligé de faire une grève pour négocier. Moi, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, un petit peu absurde de faire une grève. En plus, il se trouve qu'aujourd'hui... Ça fait des années qu'elle négocie. Oui, mais alors justement, Cécile, vous avez raison, mais il y a des progrès. Des dizaines d'années. Il y a des progrès. Oui. Mickaël Sadoun. Bon, moi je trouve que c'est un débat qui est abordé d'une manière toujours extrêmement politisée. Certaines femmes se vivent en France comme des minorités opprimées. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Quand on regarde les chiffres précis de l'INSEE sur les écarts salariaux, alors le revenu salarial moyen, donc c'est toute profession et tout temps de travail confondu, il est en effet à 22%. Quand on ramène à temps de travail égal, il est à 15%, et quand on ramène à poste comparable, il est seulement à 4%. Ça reste 4%, mais il me semble que c'est pas caractéristique d'une société dans laquelle les femmes sont opprimées. Ensuite, les femmes ont aujourd'hui beaucoup d'avantages par rapport aux hommes en termes de représentation dans divers comités d'administration, dans divers conseils d'administration et comités de direction d'entreprise, notamment depuis les lois Copé-Zimmermann qui sont en permanence rappelées par des codes comme l'AFEP-MEDEF, etc. Elles ont évidemment une plus grande facilité à accéder à ce genre de poste. Peut-être que c'est bien, on peut estimer que la parité est une chose saine, je l'estime aussi, mais ça fait quand même en effet un déséquilibre en faveur des femmes, d'autant plus que les hommes sont touchés par certains maux et certains travails difficiles que les femmes ne connaissent pas. Ensuite, je pense qu'il y a un féminisme beaucoup plus réaliste et efficace à avoir. Moi, je suis d'accord pour aligner les rémunérations, l'évolution des rémunérations des femmes quand elles partent en congé maternité, parce que j'admire les femmes qui sont capables de construire évidemment leur famille, d'éduquer leurs enfants et d'être actives au travail. Je trouve ça absolument admirable et il faut les aider à le faire. Je suis pour le remboursement de toute mesure d'hygiène, etc., qui concerne spécifiquement les femmes. Je n'ai aucun problème avec ça. J'étais contre je n'étais pas spécifiquement pour, en tout cas, la constitutionnalisation de l'IVG, mais je suis pour accroître l'offre réelle de possibilités, parce que parfois des femmes ne peuvent pas y recourir pour des raisons logistiques ou médicales. Il n'y a pas le matériel. Donc voilà, simplement. Et puis le dernier sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est évidemment la sécurité des femmes. Et c'est un sujet important, parce que quand certaines féministes de gauche nous parlent de sécurité des femmes, et que par ailleurs, elles sont pour faire venir des Afghans qui sont à 90% selon le Pew Research Center favorables à la lapidation des femmes adultères, j'y vois comme une contradiction. Voilà, donc mon féminisme, si j'en ai un, il est dans un certain réalisme et un peu moins dans le lyrisme absurde. Souad Baba Issa, qu'est-ce que vous en pensez? L'égalité, on en est proche ou on en est éloigné? On en est encore très éloigné, et je pense que les personnes qui sont sur votre plateau, par tout ce qu'elles ont dit, l'ont bien démontré, puisque aujourd'hui, même à l'ONU, on voit bien que pour arriver à une égalité réelle, il faudrait attendre 2050. Alors oui, aujourd'hui, comme je l'ai entendu, il y a des femmes qui gagnent peut-être à égalité des hommes, mais elles ne représentent pas la majorité, puisque la majorité des femmes, aujourd'hui, elles représentent
62% des personnes qui sont smicards. Et elles représentent aujourd'hui aussi 70% des bénéficiaires des banques alimentaires. Et elles sont pour un bon nombre à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Hein. Donc, déjà, 90% des SDF sont des hommes, mais bon, très bien. Il y a aussi des chiffres qui vont dans ce sens-là. Oui, mais il y a aussi des chiffres où on voit bien que les femmes sont à 70%. Voilà. Et, allez-y. Oui. En tout cas, il y a encore de trop grandes inégalités dans la société et dans l'ensemble des sociétés. Mais moi, je vais prendre simplement que la France. Et cette grève féministe, vous pouvez considérer qu'elle n'est pas à soutenir. En tout cas, nous pensons qu'à des moments, il faut passer par des mouvements, par des grèves, pour démontrer où sont les inégalités, pour expliquer, pour faire prendre conscience, parce que nous avons besoin de journées d'action pour démontrer tout ce qui se passe en termes d'inégalités. Et vous les avez toutes vues, ces inégalités, dans tout ce que vous avez démontré. Aujourd'hui, le secteur de la santé, c'est encore inégalitaire pour les femmes, qu'elles en soient usagères ou qu'elles y travaillent. Ce sont des métiers comme les aides-soignantes, comme les infirmières, comme les sages-femmes, qui ont des salaires bien en deçà de celui des hommes, avec du temps partiel forcé, et c'est pour ça qu'on arrive à des écarts de salaire qui sont de l'ordre de 25%. Bien sûr que lorsque l'on est sur des salaires identiques, l'écart n'existe pas, mais la majorité des femmes aujourd'hui travaillent à temps partiel. Elles sont celles qui consacrent leur temps et qui à élever les enfants, à s'occuper des personnes âgées, dans la famille, et qui font que leur carrière, elles sont obligées de la mettre de côté pour compenser tout ce qui en matière de service public n'est pas mis à la portée de la population ou en deçà de ce qui devrait être mis à la portée de la population. Soad Baba Aïssa, c'est alors d'abord la première question qui avait été posée, c'est pourquoi une grève, et la deuxième chose, c'est pour aller aussi vers vers un peu de positif. Qu'est-ce qui va mieux en fait depuis tant de temps? Parce que là on voit toujours le côté négatif. Bien sûr qu'en 50 ans, il y a eu des améliorations. On ne les conteste pas, les améliorations. Non, mais c'est intéressant que vous nous le disiez, au moins qu'on puisse avoir un peu de positif. On a des améliorations quand même sur le fait qu'aujourd'hui, les femmes ont un tiers de l'autonomie financière. Oui. On a des évolutions et aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la constitutionnalisation de l'avortement, il y a des avancées. On a eu des avancées aussi sur des lois sur la parité, même si tout n'est pas réglé. Bien sûr qu'on n'est pas comme l'étaient nos aînés 50 ans ou il y a un siècle. Mais ça n'empêche pas que nous sommes pas encore arrivés à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit au sein de la famille. Si je comprends bien, en tenant compte de la différence des natures, vous êtes très favorable à une parité un peu obligatoire, mécanique entre les hommes et les femmes. Eh ben, il est nécessaire qu'il y ait des outils, parce que si ça avait été bien ancré dès l'éducation entre les filles et les garçons, qu'on était à égalité et qu'on avait créé depuis plus de 50 ans des générations non sexistes face à cette société patriarcale et où il y a vraiment encore une division du travail sexué, on en est toujours au même point. Il faut vraiment un travail d'éducation au sein de la famille, au sein de l'école. Ne vous inquiétez pas, madame, on est très bien éduqués. Il n'y a qu'un féministe ici, c'est moi. Pardon ? Non. C'était de l'humour. C'était de l'humour. Philippe Bilger disait qu'il était le seul féministe. Oui. Merci. Philippe Bilger qui disait qu'il était féministe. Mais c'est vrai. Oui, absolument. Quand j'entends Michael, je le comprends. Allez, merci beaucoup Soad Baba Aïssa d'avoir été avec nous. Vous êtes présidente du comité Femmes Solidaires de Paris. Merci de nous avoir accordé votre temps. Bien, merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup René Chiche. Merci. À qui on souhaite encore un bon anniversaire. Merci beaucoup Mickaël. Super sympa. Merci. Merci à notre équipe pour cette semaine. On se retrouve pour les vraies voix lundi à partir de 17h. Mais tout de suite, ça va parler ballon ovale avec le pack de Sud Radio. Grande soirée de Pro D2. Passez une belle soirée. Salut, à lundi.